Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre ce grand entretien avec son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Pour cet entretien, je suis accompagné par Innocent Soulaman, journaliste à la télévision Canal 3. Bonsoir, Innocent Soulaman. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Chers téléspectateurs, trois principaux points seront abordés au cours de cette grande interview. Il s'agit notamment de la guerre contre les groupes armés terroristes, des réformes de l'État et de la gouvernance et bien entendu des questions de développement. Monsieur le Président, merci de nous recevoir au palais de Koulouba pour parler de la situation nationale et de la conduite de la transition. Aujourd'hui, plus de 7 mois après votre arrivée au pouvoir, comment vous vous sentez avec cette tâche titanesque de reconquête du territoire national? Merci à vous. Comme vous l'avez si bien dit, une lourde responsabilité, une tâche titanesque, et due au contexte sécuritaire difficile. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que jusque-là, nous tenons bon et nous pouvons dire que nous sommes galvanisés et l'espoir est là parce que à l'analyse de la situation actuelle et vu donc l'itinéraire emprunté, donc nous sommes rassurés, nous sommes convaincus que nous sommes sur la bonne voie et vu aussi ce que le peuple nous laisse voir, ça nous motive. Alors justement, lors de votre première grande interview avec la presse, vous affirmiez que la guerre n'a pas encore commencé. C'était en début février. Aujourd'hui, où en sommes-nous? La guerre a-t-elle commencé? Merci. Je vois qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de la question. Je peux dire aujourd'hui que nous sommes à l'introduction. Nous avons introduit la guerre. Voilà. Des phases plus intenses viendront. Mais pour l'instant, ça a été introduit, comme ce que vous pouvez constater avec des opérations ça et là. Mais des phases plus intenses viendront au fur et à mesure que nos capacités opérationnelles et surtout logistiques vont monter. Justement, ces derniers temps, l'armée mène régulièrement des frappes aériennes contre les positions des terroristes. La guerre est-elle seulement aérienne? Non, la guerre n'est pas seulement aérienne. Mais c'est plusieurs phases que je ne peux pas vous décrire ici. C'est tout un plan qui est là. Et il y a une phase importante. Et chaque étape, vous allez aussi sentir les changements. Aujourd'hui, certes, il y a beaucoup de frappes aériennes, mais au sol, les troupes progressent. Et comme vous pouvez le constater très souvent, ils sont à l'offensive vers l'ennemi. Et donc, ce n'est pas uniquement aérienne. Mais nous avons besoin aussi de cette phase aérienne pour le renseignement et l'appui. Justement, Monsieur le Président, parlons justement donc de la guerre et de sa notion. Beaucoup vous reprochent justement donc cette stratégie, la guerre, elle est coûteuse. Comment vous expliquez aux Burkinabés cette option? Mais la guerre, nous ne l'avons pas choisie. Elle nous a été imposée et nous la ferons. La guerre n'est pas coûteuse, elle n'est pas plus coûteuse que nos vies que nous perdons. Donc, il faut la faire. C'est la seule option qui est là. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres options, mais pour nous, c'est la guerre. On nous a attaqués, on se défend et nous allons nous défendre. Nous allons défendre notre territoire, coûte que coûte, vaille que vaille. Alors, dans cette guerre, Monsieur le Président, quelle est la situation sur le terrain quand on voit toutes ces offensives qui sont menées par l'armée burkinabé? Bien sûr, la situation sur le terrain, il faut reconnaître que l'FDS et les VDP que nous avons sont engagés. Il y a le cœur et il y a la rage. Et ils sont encore plus galvanisés en fait par la population, par le peuple. Voilà. Pour avoir été sur le terrain, je sais ce que ça fait lorsqu'on se sent soutenu. Ça nous motive, ça nous galvanise, ça nous pousse vers l'avant. Et c'est aussi le message que nous leur passons souvent, très souvent quand on passe les voir. Veillez sur leur sommeil, c'est-à-dire les populations civiles. Veillez sur eux quand ils dorment, veillez quand ils mènent les activités. C'est notre mission. Et tous ceux qui se sont engagés dans cette guerre ont ça en tête. Et la situation sur le terrain, c'est ça le plus important. Lorsqu'il y a la confiance voilà, au sein des troupes combattantes et qu'ils ont la rage d'aller vers l'ennemi.
D'accord. Alors, malgré cette offensive, Monsieur le Président, on a l'impression que les capacités des groupes armés terroristes restent importantes quand on se réfère donc aux récentes attaques comme celle du camp de VDP de Waïkuya ou bien celle d'Ouragou. Alors, qu'est-ce que les Burkinabés doivent penser aujourd'hui? Bien sûr, il faut dire que nous avons pendant longtemps fait une erreur d'évaluer, de minimiser la menace, notamment que ce soit l'effectif de l'ennemi ou sa capacité de nuisance. Je me rappelle souvent lorsque dans le centre des opérations, nous montons nos opérations, nous estimons dans une zone très vaste un ennemi de 200 combattants maximum. On faisait une erreur. On disait que c'était leur capacité de mobilité. Certes, il y a la capacité de mobilité, mais ils sont nombreux aussi. L'effectif est là. En témoigne, actuellement, nous ne sommes pas là pour faire un point de combien on a tué, mais on en tue beaucoup, mais nous sommes conscients qu'ils sont là. Voilà pourquoi nous sommes en train de recruter et nous équiper en conséquence. Quelle est justement donc la situation justement donc du territoire à votre arrivée aujourd'hui par rapport donc aux différentes opérations qui sont menées? Est-ce que nous avons aujourd'hui une bonne partie sous notre contrôle? Alors, c'est une guérilla, si on peut le dire. Le terrorisme, c'est une guerre d'infiltration. Depuis certaines opérations, il y a plusieurs zones où les terroristes, c'est-à-dire, ils ne sont plus basés. Mais nous ne les considérons pas comme conquises, parce que comme je l'ai dit, il y a plusieurs phases. Voilà. Il y a des zones où vous allez aller aujourd'hui tourner, il n'y a pas de terroristes. Mais nous n'avons pas encore permis à des populations de repartir là-bas, parce que nous attendons un certain niveau avant d'être sûrs de les sécuriser. Mettre un plan en place avant de les installer. C'est comme il y a plusieurs zones aussi où les populations sont retournées. Mais il y a des zones aussi où des populations continuent de se déplacer. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. Et nous ne pouvons pas tout de suite dire que nous sommes à tant pour cent ou ça, parce que même tout ce qui a été libéré, nous ne sommes pas installés. On ne part pas s'installer comme ça. On s'installe avec un minimum de précautions. Donc, le plus important, c'est d'attritionner l'ennemi au maximum. Qu'ils sentent que nous n'avons plus cette idée de tergiverser. Nous sommes prêts à affronter à l'offensive. Et c'est la seule manière de le fragiliser et maintenant de permettre voilà, aux gens de s'installer tranquillement. Alors, l'un des constats qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que la majeure partie des attaques les plus importantes interviennent autour de l'organisation des grands événements. Quelle analyse vous faites de cette situation? Oui, c'est bien qu'on fasse cette analyse. Parce que cette lutte, c'est très grand. Le phénomène n'est pas uniquement ceux qui combattent ici. Ils ont leurs stratèges qui ont d'autres objectifs. Bien sûr, avant le CIAO, si je ne me trompe, il y a eu certaines attaques. Mais surtout avant le FESPACO, il y a eu de grandes attaques. Donc, déjà, on a analysé. On savait qu'aussi avec la SNC, il y aurait de grandes attaques. On a pris quand même assez de dispositions. Mais on ne peut pas être sûr à 100%. Comme je dis, c'est une guérilla. Il peut surgir de façon inopinée quelque part. Mais l'objectif global recherché par leurs stratèges et leurs relais locaux sur l'étoile, c'est que vous savez créer l'émotion. Les gens ont en tête que le nègre n'est qu'émotion. Donc, si vous remarquez, après le FESPACO, qu'est-ce qu'ils disent sur la toile pendant qu'il y a la guerre et ils sont en train de fêter? SNC, pareil. Donc, les relais des terroristes ne font que relayer ce genre de messages. Donc, c'est créer l'émotion dans la population, essayer de décourager, de solidariser pour que ces stratèges-là puissent atteindre leur fin. Mais bon, nous sommes avertis, donc ça, c'est pris en compte. Alors, Monsieur le Président, le renforcement des capacités de l'armée est un axe majeur pour la reconquête du territoire national. Où en sommes-nous justement aujourd'hui en termes de réorganisation de l'armée, de recrutement et de formation, et bien entendu également en matière d'acquisition de matériel? D'accord. Nous ne pourrons pas tout vous détailler parce qu'il y a des choses assez sensibles. Mais ce que nous pouvons seulement vous dire, c'est que nous avons un concept qu'on nous a imposé qui n'est pas forcément le bon. Voilà, je prends un exemple. Si vous faites attention, le dernier recrutement des 5000, les conditions de recrutement sont différentes des recrutements depuis quelques années. Parce que nous avons
Nous nous sommes posés juste quelques questions simples que vous pouvez vous aussi vous poser. Alors, lorsqu'on veut recruter un soldat, on dit qu'il lui faut le CEP. Le CEP, c'est juste quelqu'un qui sait lire et écrire la langue française. En quoi est-ce que c'est un critère de combativité? Lorsqu'un soldat est recruté, pour avoir du galon, c'est-à-dire pour faire le certificat d'arme numéro 1 ou numéro 2, il faut impérativement qu'il sache écrire et lire le français. En quoi est-ce que c'est un critère de combativité? Donc c'est ce que nous avons vu et nous avons compris que la combativité, être combattant, n'a rien à voir avec le diplôme. Les terroristes, tels qu'ils sont, ils n'ont pas le premier diplôme militaire, ils n'ont pas. Mais ils combattent de grands diplômes. Il y a donc cette conception qu'on nous a imposée, que d'abord nous avons vu que ce n'était pas la bonne, et il faut restructurer ça. Et dans ça, il faut réorganiser, c'est-à-dire créer, recréer une armée qui répond à nos attentes. Lorsque vous prenez le cas de l'Agi européen à son âme, c'est un officier tout fait. Il a des centaines d'hommes qui menaient au combat. Mais ça ne veut pas dire que forcément il ne sait pas lire ou écrire. On ne peut pas le considérer comme un officier. Ils sont pleins qui sont dans le milieu des VDP, qui ont des centaines d'hommes. Donc il y a cette conception de la chose qu'il faut d'abord avoir. Donc il faut restructurer, réorganiser pour trouver d'autres types d'unités pour s'adapter au mode de combat de l'ennemi. Et l'équipement aussi, ben, ça va de pair. Parce que je vois que ça tombe bien, des gens ont perverti certaines idées, que nous avons dit que c'est des petits problèmes logistiques, et voilà, c'est un truc. Oui, ce n'est pas de petits problèmes logistiques en tant que tels. Nous avons dit petits problèmes logistiques parce que nous avons résolu ces problèmes-là. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous prenez le côté équipement, alors, il n'y a pas bien longtemps, nous étions là, nous voyons. Dans l'armée, peut-être vous allez trouver 4 à 5 soldats peut-être pour une Kalachnikov. Lorsque les gens sont sur le terrain, ceux qui partent les relever venaient s'entasser à Fada, à Kaya, pour attendre que d'autres ramènent les armes et les moyens avant qu'eux ne repartent. Même les équipements individuels, gilets, casques et tout. Mais en quelques mois, nous avons résolu ce problème. Aujourd'hui, nous sommes en mesure, chaque soldat est en mesure d'avoir une Kalachnikov, ses 4 chargeurs, gilets, casques. Ça, c'est résolu. C'est ça le petit problème logistique. Mais bon, on nous a longtemps fait comprendre que c'est difficile d'avoir les armes, c'est ci, c'est ça. C'était du mensonge, je peux dire. Nous l'avons acquis en quelques mois, les gens sont équipés, les VDP qui sortent par milliers, que vous voyez même ceux qui sont un truc, ils sont équipés, formés, gilets, casques, armes, vous remarquez sûrement à travers les reportages sur le terrain, ils sont équipés. Donc, ça va de pair, et l'équipement tactique et l'équipement stratégique, ça vient. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes à l'introduction, parce que nous sommes peut-être à 1/10 de ce que nous souhaitons. Voilà. D'accord. En termes de réorganisation de l'armée, vous avez procédé à la création donc, de nouvelles régions militaires. Aujourd'hui, est-ce que ce dispositif est opérationnel sur le terrain? Il est en train d'être opérationnel. Voilà. C'est un dispositif qui a été pensé, qui a été mis en place, mais c'est un processus. Comme je vous dis, il y a le problème d'effectifs qui est là, mais les recrutements sont là pour ça, pour combler ce vide. Et au fur et à mesure, et tous ils seront étoffés pour se mettre en place. Voilà. Nous ne réfléchissons pas aujourd'hui tout de suite, nous voulons mettre une structure, une armée forte, voilà, qui doit pouvoir répondre donc aux besoins donc, de la population. Alors, Monsieur le Président, notre armée aujourd'hui, aussi avec les VDP qui combattent, quel est aujourd'hui le niveau du moral de la troupe et quel est donc le niveau de motivation? Parlons de prier, mais est-ce qu'aujourd'hui ce sont des questions aussi résolues? Aujourd'hui, vraiment nous pouvons dire les combattants sur le terrain, ils sont motivés. Ils sont plus que motivés, ils sont galvanisés. Et souvent, nous parlons même je vois certains qui s'amusent à faire des vidéos, des petites vidéos, pour prouver qu'ils sont prêts à combattre, ils sont prêts à défendre leur population et tout. Ben, nous les sensibilisons que ce n'est pas, les réseaux sociaux, ce n'est pas très bien. Mais c'est pour prouver qu'ils sont très motivés. Ils sont très motivés. Et les soldats sont encore plus motivés de voir des populations qui décident de s'engager pour les accompagner. Donc, si c'est le moral, ils ont le moral. Voilà. Et ce qui est très important, c'est quand ils voient qu'on est en train d'acquérir, de se soucier du côté armement, de l'équipement et tout ça, ça motive le soldat.
Alors, et la question de l'efficacité des volontaires pour la défense de la patrie sur le terrain? L'efficacité, ce n'est plus à démontrer. Ils sont efficaces. Du moment qu'ils acceptent de se sacrifier pour la patrie déjà, c'est plus qu'efficace. Nous leur donnons un b.a.-ba, mais il sera du devoir de ceux qui sont sur le terrain de continuer à les entraîner pour qu'ils deviennent encore plus professionnels. Sinon, les VDP, ils ont fait la preuve. Il y a beaucoup de localités, vous entendez très bien, ils font leur preuve. Actuellement, ceux qui sont avec nos hommes, c'est mixé. Voilà, ils combattent très bien, et ils sont très courageux, ils sont très efficaces. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de ceux qui pensaient que l'option VDP n'était pas la bonne pour le Burkina? Est-ce qu'ils ont proposé notre option? Il ne s'agit pas de critiquer, il s'agit de proposer. L'option VDP, je tiens à vous dire, ce n'est pas nous qui avons d'abord commencé ce concept VDP. Si je sais que vous êtes bien au courant. Voilà, ce concept VDP existait, mais nous avons trouvé que ce n'est pas la meilleure façon de faire. Nous avons décidé de nous impliquer plus. Les VDP étaient formés et laissés à eux-mêmes. Et nous avons jugé que ce n'était pas la bonne formule. Il faut qu'ils soient accompagnés. Aujourd'hui, les VDP, les militaires, les autres forces, police, gendarmerie, ils sont mixés. Donc les VDP ne manœuvrent plus seuls. Donc ils sont accompagnés. Donc si quelqu'un dit que ce n'est pas la bonne formule, peut-être que c'est la formule ancienne de laisser seuls aller faire ce qu'ils veulent. C'est ça la bonne formule? Je ne sais pas. Mais c'est la bonne formule. Et nous tirerons beaucoup de combattants. Je vous ai dit que c'est une porte d'entrée dans l'armée. Voilà. De ces VDP, tous ceux qui souhaiteront intégrer, nous allons les intégrer. Parce que c'est des combattants, c'est des patriotes. Justement, qu'est-ce que vous pensez du niveau de mobilisation des Burkinabés en faveur donc du fonds de soutien patriotique, qui est un fonds qui est destiné en tout cas à équiper et à soutenir les VDP sur le terrain? Je suis satisfait. Et vraiment, c'est tout ce qui nous motive en fait. Lorsqu'on sent que le peuple a pris conscience et qu'ils ont décidé de prendre leur destin en main, ça nous motive et ça motive encore plus les soldats sur le terrain. Je vais vous dire quelque chose, il n'y a pas longtemps, il y a un chef de détachement qui a pris fonction, donc qui a relevé un autre. Il m'a laissé un message que j'ai lu et je l'ai appelé immédiatement. Il me disait qu'il arrivait dans ce village et les villageois là-bas ont cotisé, venus le remettre pour qu'ils transmettent, pour mettre dans le fonds de soutien de VDP. Et lui, il était très ému. Et quand il m'a dit, moi aussi j'étais très ému. Je me suis dit, mais comment ces gens aussi éloignés, dans cette situation sécuritaire délétère là-bas, ces soucis de cotiser pour le fonds de soutien patriotique. Et ils sont nombreux dans la brousse qui ont des difficultés, parce que pour les ravitailler, on prend souvent assez de jours pour aller les ravitailler et tout ça. Ils vivent difficilement, mais ils contribuent. Donc, n'en parlons pas de ceux qui sont en ville. On a pris beaucoup de mesures, on a instauré certaines taxes et tout. La population a accepté. Donc, c'est très satisfaisant. Ça veut dire que les gens ont compris l'esprit que nous devons nous battre nous-mêmes. Et donc, nous, on ne peut que saluer ça. Malgré justement donc, cette mobilisation aussi, vous aviez décidé, à travers un décret, donc, de faire la mobilisation générale et la mise en garde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette option déjà? Oui, la mobilisation, la mise en garde, je pense que c'est des dispositions légales donc, que l'autorité peut être amenée à prendre en fonction de la situation. Voilà. Cette mobilisation, je pense qu'il y a eu une conférence du directeur de justice militaire qui a expliqué. Voilà. Je ne dirais pas que c'est différent de la mobilisation qui existe déjà, mais bon, ça accompagne. Parce que nous sommes en guerre et je vois souvent certains qui parlent de qu'on va brimer les libertés, ainsi de suite, de nous interpeller. Il ne s'agit pas de ça. Voilà. Mais seulement, il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas laisser le libertinage aussi se faire parce que nous sommes en guerre. C'est la patrie qui est en jeu. Et si le soldat ou le VDP qui est au fin fond là-bas, qui dort dans sa tranchée, il a abandonné plein de libertés pour défendre la patrie. Donc il n'y a pas de raison que nous et vous, ici à l'arrière, nous ne puissions pas aussi abandonner un peu de liberté pour soutenir. Donc dans le texte de mobilisation générale de mise en garde, voilà, il y a beaucoup de choses qui seront prises en compte, notamment les réquisitions et tout. Donc je pense que vous avez bien lu. Voilà, on pourra réquisitionner
que ce soit le personnel ou le matériel et beaucoup de services quand même. D'accord. Justement, Monsieur le Président, cette mobilisation fait craindre à certaines personnes, en dehors des questions de liberté, certains pensent à leurs biens. Leurs biens? Oui, qui pourront peut-être être mobilisés dans le cadre de cette guerre. Oui. Dans le texte de la mobilisation générale, je pense qu'il doit être mis en place dans les différentes régions des commissions de réquisition. Alors, même s'il y a lieu de réquisitionner des biens, je pense que c'est sur des bases aussi légales. Toutes les conditions sont décrites donc, dans le texte. Donc, ce n'est pas dire qu'on va venir retirer tous ces biens qui ne puissent pas vivre. On va évaluer, ça ne sera pas fait de façon désordonnée. Il y a des commissions qui siègent pour ça. Voilà. Alors, Monsieur le Président, qui parle de guerre, parle de renseignement. Notre renseignement aujourd'hui est-il efficace après les changements à la tête de l'ANR? Oui, je peux vous dire oui, le renseignement est efficace. Il y a plusieurs opérations quand même qui ont été menées sur base de renseignement et de renseignement très fiables. Ils sont aussi en train de monter en puissance. Il faut acquérir beaucoup de moyens électromagnétiques et les moyens humains sont en train d'être déployés aussi, des capteurs et tout. C'est très important. Déjà, je pense que vous suivez souvent l'actualité. Il y a beaucoup de choses qui se font sur base de renseignement. Voilà pourquoi, quand le renseignement est précis, le plus rapide, c'est les vecteurs aériens. Et souvent, les troupes au sol donc, font le ratissage. Donc, on peut dire que ça travaille très bien. Est-ce qu'on peut déjà parler justement de cette attaque déjouée à Arbida? On en a appris. Qu'est-ce qui s'est-il passé exactement, sur la base, bien sûr, donc, des renseignements dont vous parlez? Je ne vais pas vous décrire comment ils ont trouvé le renseignement, mais Arbinda, ce n'est pas isolé. Ça tombe bien qu'on puisse parler de ça. C'est une grande manœuvre donc, qu'on suivait depuis quelques jours, depuis donc, notre présence d'ailleurs à Bobo et tout. On suivait. C'est une grosse manœuvre. C'est comme je dis, il y a les stratèges qui réfléchissent à la manœuvre et ils actionnent les pions. Arbinda devait se faire en même temps qu'un autre événement à Ouagadougou ici. Donc, on suivait tous les deux. Ici à Ouagadougou, moi je n'ai pas pu suivre, mais je sais que d'autres services ont suivi. Il y a eu des montages pour essayer de s'en prendre à un chef coutumier et aussi essayer de mettre en conflit les populations. Donc, ce montage, on le connaît. Et ceux qui sont à la manœuvre, on les connaît. C'était juste pour essayer de créer un semblant de désordre à Ouagadougou. Et on allait déployer beaucoup de forces pour sécuriser sur le chef coutumier, pour sécuriser d'autres personnes. Ça fait une image. Et dans le même temps, d'autres acteurs donc, devraient frapper quelque part. Ça fait deux. Et le lendemain, les relais locaux sur la toile devraient donc sortir quelque chose. Et donc on savait. Donc nous, on était concentrés plus sur l'autre côté où des civils, beaucoup de gens allaient mourir. Donc on savait que l'ennemi a infiltré, il a des véhicules piégés. Et c'est où il allait frapper. On était à cette analyse jusqu'à la dernière minute où on a pu quand même savoir c'était où. Dieu merci, on les a détectés vers 1h quand ils partaient pour l'action. Et on a frappé et détruit tout. Donc, et exactement, pendant le même temps après, on a appris que l'événement qui devait se déclencher aussi a été déclenché. S'ils avaient réussi leur coup, on aurait dit qu'il y aurait beaucoup de morts. Pendant ce temps, on déploie des forces ici pour, soi-disant, protéger le pouvoir. C'est ce qui allait sortir le lendemain. Voilà, pendant que les gens meurent, ils sont là à déployer des troupes pour juste garantir leur pouvoir. Ils allaient accentuer sur ce phénomène. Donc, c'est pas... rien n'est anodin. Et beaucoup de choses sont liées. Alors, ça nous permet de parler de ces velléités de déstabilisation du pouvoir. Est-ce que ce sont des informations qui sont avérées? Bien sûr, c'est avéré. Nous vivons cela depuis, je dirais, novembre-décembre. Écoutez, la décision, l'itinéraire emprunté ne plaît pas forcément à tout le monde. Et souvent, quand on parle de l'impérialisme, ce n'est pas forcément ailleurs. C'est ceux-là qui sont là, les Burkinabés, les Noirs ici, avec nous. Ils sont là, ils sont pleins, qu'on connaît, mais pas forcément que... Beaucoup nous ont reproché d'être trop gentils, et je pense qu'à partir d'un moment, ils vont arrêter d'être gentils. Voilà. Beaucoup de choses sont connues, ces velléités existent. Il y a plusieurs plans.
Je vous ai expliqué tout de suite ces plans lorsque les fêtes arrivent. C'est un gros plan. Lorsqu'il y a des événements, on crée d'autres événements pour juste créer l'émotion. Le cas de Arbinda, il y a beaucoup d'autres choses. Voilà. De l'argent rentre, ça circule, on voit tout pour essayer de créer d'autres organisations, voilà, qui sont payées ainsi de suite. Mais je pense que la justice est souvent saisie pour certains cas, mais peut-être qu'on va mobiliser d'autres aussi pour les permettre d'aller défendre la patrie au lieu de chercher à déstabiliser, parce que nous voulons être concentrés sur la guerre. Alors justement, Monsieur le Président, vous dites que les renseignements ont des informations sur ces personnes, des individus qui cherchent à déstabiliser le pouvoir en place. Est-ce que justement, il y a des arrestations ou des procédures en cours donc, pour pouvoir juger ces personnes? Ces personnes sont très intelligentes. Et ces personnes sont manipulées par des gens qui nous ont peut-être légué nos textes. De notre constitution jusqu'à notre droit et tout, bon, ce n'est pas nous qui l'avons créé, on a copié et collé. Donc ces gens connaissent la limite de certains textes. Et ils exploitent cela. Et comme on est dans un état de droit, ils disent à leur relais sûrement, faites ça, ils ne pourront pas faire ça, parce que vu en fonction des textes, ils ne peuvent pas. Et réellement, la justice a beaucoup de peine. Voilà, parce que aujourd'hui, pour avoir ce qu'on appelle des preuves, c'est un peu difficile souvent. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons acquis un certain nombre aussi d'équipements techniques qui nous permettent d'avoir les preuves. Donc, sûrement dans les jours à venir, vous verrez, vous allez découvrir sûrement beaucoup de visages et tout. Voilà, donc ça existe. C'est pour dire que même quand vous prenez la lutte, ce n'est pas exclu souvent que vous entendez des gens dire, des VDP qui se plaignent ou des villageois qui se plaignent, ils ont arrêté des gens, mais après on les libère. Oui, on arrête. Lorsqu'on nous alerte, on arrête, on remet aux EPJ. Mais s'il n'y a pas de preuve, parce que le villageois ne pourra jamais filmer le gars avec une Kalachnikov ou un truc, c'est ce que le terrorisme même exploite, nos textes. Il sait que tant qu'on n'a pas de preuves tangibles, on ne peut rien faire. Et donc beaucoup de gens sont arrêtés, mais libérés à la suite. Mais bon, ce n'est pas la faute à ceux qui arrêtent ou bien la faute à la justice. Ils se basent aussi sur nos textes, donc ça fait partie des réformes aussi. Et pourtant, on vous accuse de ne pas observer bien sûr donc des procédures sur les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Je ne savais pas que j'étais accusé de ne pas observer des procédures. Je suis en train de l'apprendre. Sinon, si on ne respectait pas les droits de l'homme, il y a quand même plusieurs personnes qu'on avait déjà arrêtées, hein, beaucoup de personnalités, si on peut le dire ainsi. C'est parce qu'on laisse la justice faire son travail vraiment que voilà. Mais je vous ai dit, si certains débordent trop et que ça peut jouer sur la patrie, comme ce qui est en train d'arriver actuellement, nous allons nous excuser et en vertu donc d'autres textes tels que la mobilisation générale, nous allons permettre à d'autres d'aller défendre la patrie au lieu de trucs. Sinon, nous sommes de grands défenseurs des droits de l'homme. Le droit de l'homme, ça commence par quoi? Le droit à la vie. Nous sommes des soldats et tous ceux qui se battent, leur mission première, c'est quoi? C'est de protéger la vie. Si on nous dit qu'on ne respecte pas les droits de l'homme, ça c'est un peu malhonnête. Justement, Monsieur le Président, cette question nous permet d'aborder le sujet sur les allégations de violation des droits de l'homme actuellement au Burkina Faso avec la dernière attaque donc, qui s'est produite à Karma. Alors, que s'est-il exactement passé dans ce village situé à une vingtaine de kilomètres de Waïkouya? Alors, je vais profiter donc témoigner toute ma compassion aux victimes de Karma et à toutes les victimes du terrorisme. Ce n'est pas la première fois que ça arrive et je pense que actuellement, si je ne me trompe, le DGM et d'autres membres de l'exécutif sont en train de rencontrer certaines structures pour les expliquer un certain nombre de choses. Et aussi les dossiers qui sont déjà à la justice militaire et qui font l'objet d'enquêtes. Et les enquêtes sont en cours. On attend que les enquêteurs fassent leur travail et que les gens évitent de tirer des conclusions hâtives. En tant que chef de l'État, quel était votre ressenti quand vous aviez appris justement donc ce drame? Pour ceux qui me connaissent, on est forcément meurtri. Ça fait mal de voir ça. Voilà. Je pense que
On m'a dit qu'il y a 136 corps qui ont été inhumés. Ça fait mal que des Burkinabés meurent, ça fait mal. C'est tout ce qu'on peut dire, mais il faut rendre justice. Il faut se préparer à retrouver ceux-là qui font ça. De même que tous ces drames qui sont déjà passés. Voilà. Donc la justice militaire, on ne cesse de les acculer, d'aller vite pour qu'on puisse agir. Souvent, c'est difficile pour eux. Il y a certaines zones où il y a eu des exactions où ils ne peuvent pas avoir accès facilement. Mais on fait l'effort, souvent, l'armée fait l'effort de les y amener, et de chercher à auditionner, d'enquêter et tout. Alors, des accusations sont pointées sur les forces de défense et de sécurité dans ce qui s'est passé à Karma. Qu'en dites-vous, Monsieur le Président? Ok, je vois que ça attire beaucoup, en tout cas, l'attention. Les accusations, c'est ce que je disais, il faut éviter d'accuser sans savoir ce qui s'est passé. Parce que tout est possible. Tout est possible. Dans l'armée, il y a ce qu'on appelle la perfidie. Et je pense que ça fait partie des modes d'action privilégiés de l'ennemi. Lorsqu'il est faible, quand il voit le rapport de force défavorable, il passe souvent par ces actions-là. Donc, quelqu'un qui sait ça et qui sait trop de choses qui peuvent se faire, on ne peut pas immédiatement accuser les forces de défense et de sécurité. Donc, c'est la prudence qui est de mise, laisser les enquêteurs aller jusqu'au bout avant de commencer à accuser qui que ce soit. L'objectif d'accuser les FDS, je ne sais pas c'est quoi, c'est de les casser le moral, d'essayer de les... Parce que c'est une manière de casser le moral. Voilà, et je ne pense pas que c'est la bonne chose. Sur Karma, on parle bien sûr donc d'allégation de génocide. Est-ce que c'est une réalité ou c'est de l'instrumentalisation? Génocide. Bon, j'ai entendu ce terme, d'autres se sont précipités pour le dire. Bon, peut-être c'est des gens qui méconnaissent ce qu'ils disent. Peut-être qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire un génocide. Mais je pense que ces propos-là ne doivent pas attirer trop notre attention. Voilà. Et le Burkina est en guerre depuis bientôt 7-8 ans. Hein. Il y a eu plusieurs drames. Mais pourquoi on n'a pas parlé de génocide? Et subitement, on parle de génocide. Avec Karma, donc ça doit quand même tiquer les gens. L'instrumentalisation, ça est là, c'est clair. Voilà. Pourquoi commencer à accuser directement? Parce qu'on a dit qu'ils sont venus avec des pick-up, c'était les tenues de l'armée et tout, c'est ça? J'ai entendu des propos comme ça. Mais pendant cette guerre-là, l'armée a perdu ses blindés, l'armée a perdu ses pick-up, il faut le reconnaître. C'est avec l'ennemi. Les tenues, ce n'est pas nous qui les fabriquons. On paye les tenues de l'extérieur. Donc, combien de fois on a été attaqué par des unités qu'on croyait être nos propres unités? Demandez à ceux de Tueni. Des gens sont venus avec des blindés de l'armée jusqu'à rentrer dans la base, commencer à écraser des soldats, ils ont compris. Ce n'est pas nous. Hein? À Kadiel, il y a une attaque, on a ramassé des corps. 11 corps, croyant que c'était nos corps. C'est à Bourzanga que les gens se sont rendus compte que parmi les corps, il y a des corps de terroristes. Mais habillés de la même façon. Moi, je vous parle comme ça, je suis un témoin privilégié de la perfidie. Le 14 avril 2018, si je ne me trompe, vous pouvez fouiller Internet, il y a eu une très grande attaque à Tombouctou contre la base de la MINUSMA. Je pense que c'est l'une des plus grandes attaques. Lors de cette attaque, la base est grande. Il y a beaucoup de contingents, et la force est là. Mais l'ennemi a usé de la perfidie. Moi, j'ai eu la chance ou la malchance d'être dans cette attaque. Et on a vu beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas a priori parler comme ça. Même toutes les forces étrangères qui étaient là-bas peuvent témoigner. Vous pourrez retrouver sur Arte un documentaire, je pense, qui parle de cette attaque. Parce que nous avons vu des véhicules UN venir. Mais ceux qui étaient dans le véhicule avaient notre tenue, avec des casques bleus. Mais comme on était sous le feu, le mitrailleur a mitraillé le véhicule. Il l'a arrêté. Quelqu'un a envoyé le RPG. Le véhicule a pris feu par l'avant. Et les deux qui étaient dedans nous interpellaient. Ils nous appelaient de venir. Alors j'ai failli dire à mes unités, parce que nous on avait 2 portés disparus. J'ai failli les dire, bon, on sort, on part sauver les gars. Parce que les soldats m'ont dit que, est-ce que ce n'est pas nos 2 camarades? Parce qu'ils sont dans un véhicule pick-up UN avec nos casques bleus. Bon, on doutait.
Mais le feu montait déjà sur la cabine. Moi, j'ai dit non, patientez. Bon, à l'étape où ça est, j'ai dit même si ce sont nos camarades, ce sont des dommages collatéraux. Le mot collatéraux n'est pas fini dans ma bouche. Je me suis retrouvé à me réveiller sous la terre et j'ai vu juste un cercle noir dans le ciel. Le véhicule était piégé. Bourré d'explosifs, il a explosé en fait. Pendant ce même combat, un autre véhicule est passé par le checkpoint. Un véhicule donc immatriculé FAMA, un pick-up, mais avec des forces qui semblaient être des forces françaises, de Barkhane. Des gens à la peau blanche, avec tout, la tenue française, les écussons de l'armée française, ce qui donc a fait que les soldats ont soulevé la barrière. Parce qu'ils se sont dit que c'est une unité amie qu'ils ont recueillie. Ils ont roulé tranquillement jusqu'à la porte de Barkhane. Tout le monde connaît cette histoire. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont débarqué. Je pense que des soldats sont venus pour ouvrir, pour voir ce qu'il c'était. Et le véhicule a explosé. Plusieurs soldats de Barkhane ont été blessés. Et j'espère qu'ils se sont bien rétablis. Donc, sur le terrain, nous connaissons l'histoire de cette guerre. Et il faut éviter autant que possible de ne pas aller dans ce sens-là. Donc, on attend que les enquêtes finissent pour dire qui était là-bas, qui a fait quoi. Voilà, donc c'est des exemples, il y en a plein, vous pourrez vous renseigner. Monsieur le Président, votre ministre de la Défense a évoqué hier justement donc une coalition, la notion de coalition internationale contre le Burkina. Vous, chef de l'État, est-ce que vous assumez justement donc de telles notions? Assumer de telles notions, il s'agit d'analyser et d'observer ce qui se passe. D'abord, nous sommes en guerre et la guerre est arrivée à une étape assez importante. Et il y a des choses, c'est normal que les gens se posent des questions. Quand on prend le côté équipement, ils sont nombreux ces pays-là qui ont refusé de nous vendre l'équipement. Refusé catégoriquement. D'autres nous ont dit qu'ils ne vendent pas ce qui est létal. Ça veut dire les armes, ils ne vendent pas. Donc peut-être que c'est avec les cailloux qu'on va combattre l'ennemi, je ne sais pas. Et même ça, même ce qui n'est pas létal, en termes de blindés et autres, ils sont nombreux ces pays qui refusent de nous vendre. On s'est tourné vers d'autres pays pour acheter. Mais ils sont encore nombreux ces pays qui viennent s'offusquer pour qu'on ne parte pas payer avec ces États. Bon, ce genre de comportement, qu'est-ce que vous voulez? C'est compliqué. Aujourd'hui, vous avez parlé du terme génocide qui est sorti à un moment particulier. On regarde l'agissement de beaucoup de gens. Nous voyons certaines choses, mais seulement nous continuons de communiquer pour dire aux gens d'arrêter. Le peuple burkinabé a choisi son destin, d'assumer son destin. Il faut respecter ce choix. Voilà, donc c'est ce que nous pouvons dire. Le reste, c'est à nous de nous préparer à toute éventualité. Alors, cela nous donne l'occasion, Monsieur le Président, de parler justement des sources économiques de financement des groupes armés terroristes. Qui financent ces terroristes? Les terroristes, ils ont beaucoup de sources. Mais au fil du temps, nous découvrons aussi beaucoup de choses. Il y a des nationaux qui les financent indirectement sans savoir. Des gens qui les vendent des choses parce qu'ils payent cher. Ils ont l'argent. Donc, ça, c'est une source. Il y a nos bétails qu'ils vendent à l'extérieur, qu'ils achètent très bien. C'est une source. Il y a leur paillage qui est là. C'est une source. Et aussi, dernièrement, on a arrêté des gens à Ouagadougou. On était beaucoup étonnés. Ils viennent par lot entre 30 000 et 60 000 euros. Donc, ils ont cette devise étrangère, tout neuf. Et ces individus étaient venus de Djibo, d'Iguel et Djibo, pour venir faire le change à Ouagadougou et repartir. Bon, on se demande donc d'où vient ça. Donc, plusieurs fois, on a intercepté ces cas-là avec des devises étrangères. Et ça se pose beaucoup de questions quand même. Donc, ils ont des financements, ça c'est sûr. C'est sûr. D'accord. Alors, ça nous donne l'occasion aussi de parler de la violation de l'espace aérien par des aéronefs. Ce n'est pas des cas nouveaux. Alors, aujourd'hui, le phénomène se poursuit? Oui, je pense que le ministre en a parlé hier, non? Ça se poursuit et nous ne manquons pas de notifier souvent à ceux-là qui sont les auteurs. Parce que nous, dans la plupart des cas, nous arrivons à identifier les aéronefs et souvent, il nous arrive de les interpeller. Ça arrive même à la deuxième attaque de Ougarou.
Voilà, les soldats sont là, vous pouvez vous renseigner. Dans la veille, dans la soirée, ils ont été survolés plusieurs fois par des aéronefs. Il y a 3-4 jours de cela au Sahel, il y a eu des survols. Voilà. Et souvent, donc, on identifie l'appareil et on fait des écrits pour dire clairement votre appareil est venu, il a fait ci, il a fait ça. Et il faut arrêter parce que ce n'est pas intéressant. Donc, ça continue. Est-ce que justement l'armée burkinabé a les moyens donc d'intercepter ou de détruire ces aéronefs? Oui, actuellement il y a ces moyens. Nous pouvons le faire, voilà, même si on ne les a pas déployés. Mais nous partons du principe que autour de nous, il y a des pays amis qui ont aussi des partenaires. Et peut-être que c'est pour les besoins de ces pays, je ne sais pas. Mais nous communiquons d'abord, nous dialoguons. Et nous les disons, si vous êtes en train d'opérer en faveur des unités amies de ces pays, il faudrait nous dire à l'avance. Et si vous avez besoin de rentrer dans notre espace, il faut aussi nous prévenir en fait. Voilà. Nous n'interdisons pas quelqu'un de rentrer dans notre espace, mais si on est prévenu, on sait que vous passez par là pour un besoin particulier. Parce que souvent, pour attaquer les groupes armés, on peut reconnaître qu'il faut aussi avoir un autre angle d'approche. Mais lorsque nous ne sommes pas prévenus, ça donne une autre idée. Voilà pourquoi nous ne détruisons pas systématiquement. Donc, on détecte, souvent on fait les notifications, et plusieurs fois ils ont reconnu avoir donc être rentrés, et voilà, pour des missions d'appui à d'autres unités amies, des pays amis. Monsieur le Président, tout à l'heure, vous parlez bien sûr donc, de l'attaque de Ougarou. Parlons bien sûr donc de la première attaque. Quand même, Ougarou, c'est dans une zone quand même un peu difficile, beaucoup isolée. Mais quand on regarde donc cette première attaque, au moment où les événements se déroulent, les réseaux sociaux sont inondés sur le bilan. Comment cela se fait-il? Bon, je n'ai pas réussi à suivre, mais quand même, il y a des gens autour de moi qui suivent les réseaux sociaux qui me disent. Et nous avons appris des bilans pas possibles. C'est les relais, en fait, des terroristes. C'est une guerre. La guerre, il y a la guerre et il y a la communication. Donc, il y a des individus aussi que les terroristes ont qui font leur communication sur les réseaux sociaux parce que c'est aujourd'hui devenu l'outil d'information de la population. Et donc, ces individus, les premières heures, je pense qu'on m'a rendu compte que 100 morts ou quoi, c'est leur souhait. Voilà, c'est cette propagande aussi qu'ils font pour les terroristes. Et bon, j'ai dit, ne tirons pas de conclusion, on reste, on attend ce que l'unité sur place va communiquer parce que des renforts partaient. Donc les renforts sont arrivés, ils ont fait le constat et ils nous ont envoyé le point. Donc 33, j'ai dit, vous confirmez 33, dit oui. Est-ce que les autres sont présents? Tous les autres étaient présents. Les blessés, est-ce qu'ils sont évacués? Ils sont à Fada. Donc, quand on voit ce qu'ils ont publié au départ, bon, c'est leur souhait. Il y a une façon de minimiser la puissance de feu de notre armée basée à Ougarou. Alors, l'attaque de Ougarou est arrivée, si vous voyez la veille, nous avons attaqué une base importante vers en haut de Kanchari. Et je pense que c'est une réaction à cela. Mais cette base a été attaquée parce que nous avons suivi pendant plusieurs jours des infiltrations de terroristes venant de pays voisins, donc, qui se sont donc rassemblés là-bas. On savait qu'il y avait des attaques en préparation. On a attaqué la base en premier, donc il y avait d'autres bases. Donc c'est une riposte. Mais on a une capacité de réaction. Voilà. Ils sont revenus et je pense que beaucoup sont actuellement, en tout cas, en enfer. Voilà, c'est ça le plus important. Et ça fait partie, c'est la guerre. Alors, Monsieur le Président, le Burkina Faso doit s'allier à d'autres pays, à des partenaires, en tout cas, pour pouvoir peut-être gagner cette guerre. Aujourd'hui, après le départ de l'armée française, qui sont les alliés du Burkina Faso dans la guerre contre le terrorisme? On a beaucoup d'alliés. Voilà. Le départ de l'armée française même ne signifie pas que la France n'est pas un allié. L'ambassade française est là. Mais on a des alliés stratégiques aussi. Voilà. On a de nouvelles coopérations. On a la Russie, par exemple, qui est un allié stratégique. La chance, c'est que la plupart de nos moyens majeurs même sont russes. Et on continuera d'acquérir des moyens majeurs avec la Russie. Vous avez la Turquie qui est un allié majeur. Vous avez d'autres États aussi. Donc, on a beaucoup d'alliés. Seulement les niveaux de coopération diffèrent. Et on va coopérer avec ceux qui souhaitent nous aider dans cette guerre.
accepter nous vendre des équipements, accepter nous accompagner. Voilà. Alors, Monsieur le Président, avec la Russie, alors les populations burkinabées attendent ou attendaient beaucoup, en tout cas, de cette coopération. Est-ce que vous êtes satisfait justement de cette coopération militaire avec la Russie? Bien sûr. Je suis satisfait. La coopération existe il y a longtemps. Mais là, on est en train de développer, d'aller plus loin. Voilà. Nous sommes satisfaits parce qu'on arrive à échanger sur ce que nous cherchons comme moyens, accompagnement et tout. C'est franc. Voilà. On va vous vendre ça, c'est à tel prix. On ne veut pas ça, c'est ci. Nous aussi, on ne veut pas ça, c'est ça. On a des intérêts et on défend toujours les intérêts du Burkina. Peu importe l'allié, c'est d'abord nos intérêts et on regarde ce qui nous arrange. Donc, la Russie, c'est un allié. Alors, on a vu lors d'une des séances du Conseil des ministres de Burkina Faso qui a accordé, en tout cas, la possibilité pour la Corée du Nord de nommer un ambassadeur au Burkina Faso. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ce pays? Bien sûr, c'est la même chose. Notre défi est sécuritaire, mais aussi le développement, parce que les deux partent ensemble. La Corée du Nord a beaucoup de capacités. Voilà. Il faut reconnaître quelque chose. Dans notre armée, jusqu'à aujourd'hui, nous utilisons des armes que la Corée du Nord nous avait données dans les années 85, que nous combattons avec. Il faut leur reconnaître ça. Des armes lourdes nord-coréennes qui sont en service actuellement dans notre armée. Alors, si cette coopération, nous souhaitons encore acquérir des armes là-bas pour combattre, il y a beaucoup d'autres domaines où nous pouvons vraiment coopérer. Donc ça aussi, c'est en cours. Sur le terrain, est-ce que, par exemple, notre armée est appuyée par des forces étrangères? On entend souvent, jusqu'à présent, on parle souvent donc de présence de Wagner. Non, notre armée, jusqu'à l'heure où je vous parle, combat seule. Ce sont nos FDS et nos VDP qui combattent. Et d'ailleurs, on n'a même pas fini de former tous les VDP, c'est tout ça, je dis que c'est l'introduction d'abord. Ce n'est pas personne, aucune force étrangère. Le concept de Wagner, c'est un concept, en fait, créé pour dire à certains États d'abandonner le Burkina. C'est tout. Et ils parlent de Wagner. Vous savez combien de pays ont des armées privées? Pourquoi ils ne parlent pas de leurs armées privées? Ils sont nombreux, ces pays qui ont des armées privées, qui nous ont approchés aussi pour vendre leurs services. On a refusé. Wagner aussi, c'est une armée privée. Mais pourquoi se cantonner sur Wagner? C'est juste un concept. Un concept pour dire aux autres de s'écarter du Burkina, de ne pas travailler avec le Burkina, ceci parce que, bon, ils ont leurs intérêts géopolitiques et stratégiques. Ça ne nous regarde pas. Pour l'instant, ce sont des forces burkinabées qui se battent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et le reste, on verra bien. Dans la sous-région, quel est bien sûr donc l'état des rapports du Burkina avec les pays voisins? Bon, ça va. Les rapports sont bons. Et ce qui nous préoccupe tous dans la sous-région actuellement, c'est la sécurité. Et nous avons plusieurs échanges, nous avons plusieurs rencontres. Je pense qu'avec la plupart des pays, nous avons en vue des opérations. Certes, d'autres même s'impatientent parce qu'ils veulent commencer rapidement, mais nous avons plusieurs fronts. Donc, d'ailleurs, on profite à s'excuser auprès de certains de ne pas aller aussi vite qu'ils le pensent. Nous avons des centres d'intérêt. En fonction de nos renseignements, nous décidons de concentrer nos efforts ici ou là. Et au fur et à mesure que nos capacités en effectifs et en matériel montent, en mesure de pouvoir combattre sur tous les fronts. Voilà, sinon, c'est la préoccupation majeure, le sujet de nos débats, c'est la sécurité. Et donc, ça va. Il y a eu récemment, bien sûr, des propos d'un général d'un pays voisin, bien sûr le Niger, qui a accusé le Burkina Faso quand même d'être abandonné par d'autres pays. Nous ne bénéficions d'aucun soutien. Notre armée semble ne pas être efficace. Comment vous avez vécu ces propos, vous, en tant que chef de l'État? Non, moi, c'est des cas isolés. Ces propos, ça ne nous affecte aucunement parce que je ne sais même pas s'il est vraiment un général de l'armée nigérienne. Parce que l'armée nigérienne, les combattants de l'armée nigérienne, comme je le dis, et nous, on se respecte bien, on travaille bien ensemble.
Donc, si quelqu'un est loin des combats, il raconte d'autres choses. Bon, ça n'engage que lui. Hein. Nous, qu'on soit isolés ou abandonnés, mais on se bat. Notre peuple nous soutient. C'est d'ailleurs très bien. Tout ce que nous achetons, c'est au budget national. C'est le peuple qui contribue. Voilà. Et c'est une fierté. Ces propos de ce monsieur, il ne faut pas trop prendre en compte. Voilà. Alors, le Mali et le Burkina, c'est un tandem qui marche bien dans la lutte contre le terrorisme? Bien sûr. Ça marche très bien. Aujourd'hui, je peux dire que ça marche très très bien. Et nous arrivons à opérer ensemble. Les aéronefs burkinabés rentrent au Mali. Le renseignement aussi, ça est là, on partage. Les aéronefs maliens rentrent, souvent même quand ils sont fatigués, ils peuvent se reposer à Ouaga ou à Bobo. Et quand ils veulent, ils repartent. Donc, c'est devenu le même territoire. Voilà. Ils peuvent même stationner autant qu'ils veulent ici. C'est le même ennemi qui bouge entre nous deux, donc ça se passe très bien. Voilà, donc il n'y a pas de souci sur ce plan. Alors, Monsieur le Président, on va aborder peut-être le deuxième point de cet entretien. Il s'agit donc des réformes de l'État et de la gouvernance. Justement, sur ce plan, qu'est-ce que le gouvernement de la transition fait sur le terrain pour pouvoir réformer l'État et lutter contre la corruption? Bon, il y a beaucoup de réformes en cours. Et la réforme majeure pour lutter contre la corruption, si vous voulez, c'est la digitalisation. Voilà. Déjà, on commence par nous-mêmes, FDS. Je pense qu'il y a une application qui a été testée à Ouagadougou pour ceux qui ont pu circuler, le e-contravention, qui a été créé pour déjà que les citoyens puissent payer lorsqu'ils sont amendés, si on peut le dire, qu'ils puissent payer directement au trésor à travers une application, que l'argent ne circule pas. Parce que lorsque chaque année le RENLAC fait la publication des structures les plus corrompues, on se rend compte que les porteurs de tenue sont chaque fois en tête. Et on commence d'abord la lutte par là-bas. Il y a bien sûr d'autres secteurs qu'il faut dématérialiser. Ça a été lancé et c'est en cours. Parce que c'est un processus qui avait été bloqué, comme vous avez pu voir les rapports. C'est le seul moyen de lutter contre la corruption, lorsqu'on dématérialise les procédures et qu'on digitalise certains trucs. Donc on est lancé sur ça. Là, ça permet de ne pas pouvoir tricher. Sinon, c'est un phénomène qui détruit quand même notre pays. Donc plusieurs réformes sont en cours dans plusieurs ministères, prenant en compte ce volet-là. Alors, toujours sur ce plan, la cession de certaines mines, notamment celles de Tambao et de Ineta, donc, sont considérées par certaines personnes, certains analystes, comme étant des cas de corruption au sein du gouvernement. Bon, nous avons entendu ces analystes-là. Qu'est-ce qu'ils proposent, ces analystes? C'est trop facile de s'asseoir sur un plateau et débattre de très mauvaise foi, peut-être. Qu'est-ce qu'ils proposent? Quand on prend Inata, Inata est abandonné depuis longtemps. Vous savez qui exploite Inata? Ce sont les terroristes. Peut-être que ça ne plaît pas à ces gens-là qu'on donne Inata à quelqu'un. Peut-être c'est pour ça qu'ils s'offusquent. Sinon, je pense que ça a été clairement, la procédure est claire. Ce n'est pas cédé, le montant même du permis a été diffusé, je crois. Ils vont payer, ce serait les mêmes conditions, ils vont payer les mêmes taxes, l'État a ses intérêts dedans, ils vont faire les infrastructures au profit de la population. Tout ce qui doit être fait doit être fait. Et d'abord, pour exploiter Inata, il faut sécuriser Inata. Donc, sûrement qu'on va même plus nous aider à pouvoir sécuriser ces zones-là, à mesure qu'ils s'installent. Ceux à qui on donne ont tout intérêt à ce qu'il y ait la sécurité. Mais si quelqu'un voit ça comme un problème et qu'on n'a pas été assez clair, toute la paperasse est là, hein, ils peuvent prendre et puis se rassurer que toutes les procédures ont été respectées. Voilà ce que je peux dire. Sur le plan politique, récemment, vous avez rencontré les acteurs politiques qui sont venus exprimer leur soutien au président de la transition, au chef de l'État. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec cette classe politique? Non, c'est des Burkinabés comme tout le monde. On reçoit presque tout le monde, il n'y a pas de problème. Ils sont venus exprimer qu'ils soutiennent. Je dis juste que le soutien doit être sincère. Voilà. Je pense que quand je les ai rencontrés, j'ai dit ça dans la salle. Il ne s'agit pas de proclamer, il s'agit de prouver, de faire.
Et j'espère qu'ils vont le faire et soutenir sincèrement. Est-ce que vous avez l'impression justement qu'ils sont sincères? Moi, je ne peux pas avoir l'impression. Si je dis que j'ai l'impression, on va dire que c'est subjectif, c'est pas... Voilà. C'est à eux de me prouver. Il faut qu'ils posent des actes pour prouver qu'ils nous accompagnent. Voilà. Peut-être que si demain, la classe politique cotise pour venir donner que c'est la contribution de tous les partis politiques à l'effort de guerre, je serais très content, j'aurais vu quand même un acte concret. Voilà. Et beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce que vous attendez d'eux, concrètement? Qu'ils participent. Je les ai dit qu'ils participent à la lutte contre ces groupes armés. Parce que si nous voulons aller vers les élections, il faut qu'on combatte. Et le plus tôt serait le mieux. Donc qu'ils s'investissent sérieusement. Voilà. Ils ont des possibilités, ils ont des partisans, ils ont tout. Il faut qu'ils s'impliquent. Déjà, en tout cas, certains, lors du recrutement des VDP, certains partis ont dit quand même à leurs militants de s'enrôler et tout. C'est salutaire. Voilà. Certains aussi ont proposé des solutions par écrit que nous analysons, hormis la solution négociation qu'on a mis dans la tête des gens. Ça, c'est hors de question. Voilà. À part ça, toutes les autres options, s'ils ont des propositions de solutions, il y en a qui ont des bras dans la communauté et tout. Ils n'ont qu'à actionner tout ce qu'ils peuvent actionner et participer à la vie. Les réformes aussi, ils vont intervenir parce qu'il y aura une commission où ils vont s'asseoir aussi, que ce soit le code électoral et beaucoup d'autres choses en matière de démocratie. C'est à eux de s'entendre et créer un modèle. Voilà. Alors, vous insistez sur ce point, pas question de négocier avec les terroristes? Non, on ne négocie pas. Il n'y a pas 1 centimètre de ce territoire-là qu'on va négocier. On ne donnera rien, pas 1 franc du contribuable. Si le contribuable nous donne 1 franc, on préfère payer des armes que de négocier. Je pense qu'on a mis ça dans la tête des gens pour nous garder longtemps dans la guerre. Non. Et ça me permet de rebondir à quelque chose qu'on est obligé de dire, qu'on n'a pas peut-être l'intention. Je pense qu'en 2020, il y a eu des négociations pour tenir les élections. Alors, vous les journalistes, je suppose que vous avez suivi et vous savez ce que ça fait. Peut-être qu'il y a certaines choses que vous ne savez pas, mais nous, en tant que combattants, qui nous fait très mal. On était en détachement en 2020, on a reçu les instructions d'arrêter tout ce qui est opération cinétique. Ça veut dire qu'on ne sort plus de nos bases, on reste statique. Déjà, c'est un mal. Ça fait très mal aux combattants, aux soldats de voir ça. Pire, on a été nargués. Les terroristes nous ont nargués. Demandez à ceux qui étaient à Kelbo en son temps. Ils ont appelé des villageois à les montrer l'argent dans des valises, de venir dire aux militaires que voilà, le gouvernement ne peut pas les combattre. Ils négocient avec eux, ils ont même donné l'argent. Voilà ça, ils sont venus nous dire. Donc de venir dire aux militaires et aux VDP de déposer les armes. Les gens sont vivants, vous pouvez vous renseigner. Et ceux qui forçaient sortir en son temps, il y a des militaires qui ont été punis. Ceux qui étaient à Bourzanga, ils sont témoins. Les VDP ont été attaqués, ils ont eu 3 tombés. Le détachement est sorti pour aller les aider à ramener. Ils ont aussi été attaqués. Ils n'ont pas été appuyés. Et pire, on a dit qui les a dit de sortir. Plusieurs personnes ont connu cette situation. Ça a fait tomber la combativité. Donc les militaires étaient découragés. Ils ne savaient plus c'est quoi ce problème. Et ça persistait tellement que les gens partent en détachement pour juste s'asseoir. Voilà le premier problème que ça a amené. Deuxièmement, l'argent qui a été donné aux terroristes, parce que ça, les gens ont vu. Voilà, même ceux qui sont à Djibo aussi peuvent témoigner. Les véhicules qui venaient nettoyer puis continuer vers Nassombo avec des valises. Voilà, peut-être à l'armée de l'air, vous aurez des preuves. L'argent est sorti. Ils ont pris cet argent, ils se sont équipés. Ils se sont bien installés. Et c'est à partir de ce moment que nous avons commencé à entendre des voix d'enfants au poste. Parce qu'ils ont payé beaucoup de transmissions, ils ont créé un réseau. Et une fois que le réseau a été bien créé, bien stabilisé, ils ont commencé à détruire tous les pylônes. Nous, nos populations ne peuvent plus nous alerter. Et eux, puisqu'ils ont un autre système de communication, et ils ont commencé à détruire tout le système de communication qui existait. Troisième chose négative, ça a coupé le lien entre nous et les populations. Vous imaginez, on vous dit, c'est interdit de sortir. Vous êtes assis. Les populations vous appellent. Et Naba, ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici.
Vous avez interdiction de sortir. Vous êtes obligé de faire semblant de tourner. Lendemain encore, ils vont dire, 3 jours, 4 jours. Qu'est-ce qu'ils commencent à nous dire? Que quoi? Sirkabe Zabra point. Voici la phrase. Qu'il n'y a pas de vérité dans notre combat. Et ils voient les gars, ils nous appellent, on ne vient jamais. On ne peut pas dire à ces populations-là qu'on a interdiction de sortir. Mais on est là, chacun est là dans son détachement. Et finalement, les gens voyaient, ils ne nous disent plus. Parce qu'ils se disent qu'on les dit, ils ne viennent pas. Pourquoi ils vont nous dire? Il y a eu beaucoup d'effets. Voilà ce que négocier donne. C'est juste déplacer le problème. Il n'est pas question de négocier. On va combattre. Voilà. Il n'y a pas de temps mort pour quelqu'un. D'accord. Vous avez tout récemment parlé de négociation et d'élection. Justement, en ce qui concerne les élections, est-ce que cela reste toujours une priorité pour la transition à l'heure actuelle? Vous avez dit transition. Donc on doit transiter vers ça. Mais en attendant, c'est la guerre. Il faut combattre. Et quand les conditions s'y prêtent seulement, on y va. Si demain même nous pouvons découvrir le maximum de bases et détruire tout, en tout cas anéantir carrément la capacité de ces gens. Mais après demain, vous organisez vos élections. Je pense que la CENI est active dessus avec une partie de l'exécutif. Donc, nous, pourquoi on combat? On combat pour aller vers ça, pour permettre au peuple de faire son choix et permettre aussi à ceux qui veulent être élus de ne pas se limiter uniquement aux grands centres, d'aller vers les populations. Mais aujourd'hui, si on prend l'instant aujourd'hui, on ne peut pas faire la campagne sur tout le Burkina. Donc, les élections, c'est à l'issue de ce processus. Comment est justement donc l'évaluation de la feuille de route de la transition, surtout avec la CEDEAO qui suit effectivement donc ce point? Alors, ce volet, je pense que la CEDEAO devait mettre en place donc un mécanisme de suivi. Et ça n'a pas été pu... Ils devaient se réunir. Sinon, le mécanisme de suivi, donc ils ont tout écrit. Ils devaient venir donc pour mettre ça en place, mais à un moment donné, leur calendrier ne les a pas permis de venir. Sinon, il y a un mécanisme de suivi de la transition qui existe en fait sur papier. Et la CEDEAO va suivre tout le calendrier, toute la feuille de route. Et au moment venu, à chaque étape, je pense qu'ils vont venir échanger avec nous pour nous dire, nous sommes à telle étape, est-ce que... Voilà. Donc, on est à l'écoute. Alors, Monsieur le Président, justement, est-ce que l'élan actuel de reconquête du territoire national aujourd'hui permet de respecter le calendrier de la transition? Surtout qu'avec à la prise du pouvoir, vous aviez déclaré que le calendrier prévu jusqu'en juin 2024 était large et qu'on pouvait tenir les élections après justement donc la sécurisation. Compléter la phrase, c'est notre souhait. C'est votre souhait. De le faire bien avant. Voilà. Et ce qu'on souhaite, on a même souhaité, si on peut le faire tout de suite, voilà, le plus tôt possible, et que nous retournons d'où nous sommes venus. Donc c'est le souhait. Et qui ne souhaite pas que ça finisse tout de suite? Qui souhaite continuer de voir des gens mourir? Je dis même les terroristes, ce n'est pas un plaisir de tuer. C'est des hommes, c'est des Burkinabés, c'est des hommes burkinabés. Il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent revenir à la raison. C'est un souhait. Et on espère pouvoir rentrer dans le temps. Certes, ceux-mêmes qui nous ont beaucoup parlé d'élections dès les premiers mois, novembre, décembre, beaucoup de chanceliers étrangers nous ont martelé ça ici, c'était le débat principal. Et dans le même temps, c'est même refusé de nous vendre les armes. Mais comment voulez-vous qu'on combatte rapidement pour faire les élections si vous refusez? Ils nous ont fait perdre un peu de temps. Mais Dieu merci, on est en train de trouver d'autres circuits. Donc, on a cette volonté d'aller vers ça. Voilà. Monsieur le Président, il y a la question de la démobilisation des combattants terroristes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu, en tout cas, pour accueillir ceux qui vont accepter de déposer les armes? D'accord, il y a une commission, je pense, qu'on a instruit de mettre en place, qui est là donc à un niveau bien donné, qui discute avec certains acteurs, notamment le monde judiciaire, parce que souvent les terroristes ont peur de quelque chose, c'est de venir et qu'on l'attrape, on part l'enfermer et tout. Donc on discute avec eux pour qu'on trouve une autre solution, c'est-à-dire la réinsertion. Voilà. Beaucoup ont peur, certains ont déposé les armes, mais ils ont peur d'aller en prison. Mais moi-même, je vous ai dit, je pense la dernière fois ici,
attraper, enfermer, ce n'est pas la bonne chose. Ce n'est pas dans nos cultures même d'ailleurs d'enfermer. Voilà, c'est la pire crainte de certains terroristes. Parce que d'autres sont démobilisés, dont parmi eux des enfants. Voilà, on a même des enfants de 14 ans dans les rangs qu'on a pris. Donc il y a un processus qui est en cours, il y a cette discussion avec le monde judiciaire. Il faut mettre en place des structures, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être démobilisés aussi, venir s'asseoir et se regarder. L'oisiveté est mère de tous les vices. Il faut les trouver des activités. Dans ce sens, dans certaines zones, on est en train de vouloir créer des zones de pâturage avec de l'agroforesterie, c'est-à-dire des arbres fourragers qu'on va essayer de faire quand même, délimiter des zones et en faire des zones de pâturage parce que ces arbres sont bien donc pour les animaux. Et dans plusieurs autres domaines d'activité, en fonction de ce que chacun voudrait exercer, on va les permettre d'exercer. Et ils vont produire pour la population. Peut-être que la peine sera un certain nombre de travail d'intérêt public au profit donc du Burkina. Voilà, on est en train de voir, même pour les prisonniers qui sont en prison actuellement, j'ai dit au ministère de la Justice de voir donc avec voilà, nos magistrats pour qu'on puisse mettre à profit la peine travail d'intérêt public au lieu de prendre enfermé dans le noir et on nourrit, bon, ça nous fait perdre assez quand même. Dans ce sens-là, qu'attendez-vous justement donc des leaders communautaires? Bien sûr, on a eu beaucoup de rencontres. Hein. Certes, souvent, ce n'est pas médiatisé. On a eu beaucoup de rencontres. L'attente, c'est à eux de faire revenir à la maison, d'assurer. Ces questions sont revenues justement. Certains ont dit qu'il y en a qui veulent revenir, mais ils ont peur d'aller en prison. On dit non, il faut les rassurer qu'il y a une commission qui est en place, qui discute avec le monde judiciaire pour trouver une solution, pour que ça ne soit pas ce qu'ils pensent. C'est pour les réinsérer et trouver autre chose. Donc les leaders communautaires doivent jouer ce rôle-là, de pouvoir faire revenir à la maison beaucoup d'enfants qui sont égarés, qui sont partis là-bas sans savoir de quoi il s'agit, ou bien par pauvreté ou truc, qu'il y a des possibilités de revenir. Et on a créé le centre d'appel. Certes, il y a les alertes qu'on a souhaité que ça vienne là-bas maintenant, mais il y a aussi ceux qui appellent par ce numéro-là pour déposer les armes et tout. Et les leaders communautaires aussi sont au courant. Donc leur travail, c'est d'inciter les jeunes qui n'en peuvent plus de rester dans la brousse, qui se sentent voilà, égarés, qui ont envie de revenir, Et nous donnons toutes les garanties de pouvoir les encadrer et les reconvertir. Voilà. Monsieur le Président, que pensez-vous de ces Burkinabés qui ont de la difficulté à accepter que l'on puisse accueillir des terroristes, des gens qui ont tué d'autres Burkinabés? C'est vrai que ce sentiment d'accueillir des gens qui ont tué d'autres Burkinabés, ça existe, ça peut exister. Mais il s'agit de la communication. Voilà. Il faut qu'à un moment donné, les gens parlent de pardon, de tout. S'il accepte de reconnaître son tort, qu'il était sur le mauvais chemin, beaucoup avouent. Ils disent tout ce qu'ils ont fait comme mal, ils regrettent et tout ça. S'il est prêt à travailler pour produire pour cette population-là, je pense que si on explique, si on arrive à bien communiquer, les gens pourront pardonner. Voilà. Les gens ne sont pas forcément aussi méchants que ça. Alors, parlons à présent des questions de développement. Alors, le gouvernement de la transition travaille sur plusieurs chantiers, notamment des programmes en matière d'agriculture, la bataille de l'eau et justement le secteur de l'élevage. Quelles sont vos actions prioritaires dans ces différents domaines? C'est comme vous le constatez, nous avons dit que le développement, c'est l'une des causes de cette guerre aussi. Pourquoi on a pu instrumentaliser les jeunes? C'est parce qu'ils n'ont rien à faire et ils ne mangent même pas leur faim. Quelqu'un qui n'a pas à manger, c'est compliqué. Donc voilà pourquoi nous avons mis l'accent sur l'agriculture, l'élevage et l'accès à l'eau potable. Et ça doit permettre de résoudre beaucoup de problèmes. On a beaucoup de programmes d'agriculture qu'on a lancés et il y a aussi l'APEC qui va prendre en compte beaucoup de projets communautaires dans le sens de l'agriculture et de l'élevage. Pour l'eau, on a déjà lancé une centaine de forages, mais on voit que c'est minime parce que vraiment le manque d'eau au Burkina est criard. Donc nous allons continuer autant que possible pour chercher à creuser le maximum de forages, réhabiliter le maximum de barrages pour permettre aux gens de travailler. Parce qu'on a beaucoup de barrages les digues ne sont pas bien, c'est en train de céder un peu partout. Il faut reprendre tout ça. Et c'est uniquement au bord de cette eau. Pendant longtemps, on a fait les barrages posés, mais en fait, ce n'est pas exploité. Donc nous voulons exploiter tous ces paramètres-là et permettre quand même aux Burkinabés de manger à leur faim.
Les questions d'infrastructure sont également des priorités pour le gouvernement de la transition, la construction de routes. Je pense vous avoir dit à un moment donné que j'étais témoin privilégié du départ des hostilités à Djibo. J'y étais depuis 2014, si je ne me trompe pas, où les jeunes manifestaient pour la route, par exemple, Djibo-Congoussi. Et comme il n'y avait pas de solution, s'il n'y a pas de route, on ne peut rien exporter. C'est-à-dire, ils produisent, mais ils ne peuvent pas envoyer vers la ville. Il n'y a pas de route. Ça pourrit, ils font quoi? Ils ne peuvent rien faire, ils n'ont rien, ils n'ont pas de revenus. Donc la route participe même à cette guerre. Et ça va désenclaver beaucoup de zones. Beaucoup de gens sont dans certaines zones, ils produisent, mais par la route, ils ne peuvent pas accéder. Donc on a décidé de lancer plusieurs routes. Les routes de Fada-Matiakwali jusqu'à la frontière du Niger, Fada-Bouvendé, la route de Titao, on souhaite aller jusqu'à Djibo, pourquoi ne pas continuer jusqu'à Dori tant qu'on aura le financement. Congoussi, Djibo aussi, ça a commencé. Les études, il fallait réévaluer les études, ils viennent de finir cette phase, donc les travaux sont en train d'être lancés. Et au sud, à l'ouest, il y a beaucoup de routes que nous avons commencé et que nous allons continuer de réaliser. Voilà. Certains pensent que la transition, le gouvernement de la transition devrait se concentrer justement uniquement sur la guerre, et achever cette guerre et puis laisser les questions de développement donc, au gouvernement élu qui s'installera après. C'est la conception qu'ils ont de la guerre. La guerre, c'est un tout. Il y a les armes, mais aussi le développement. Et l'infrastructure fait partie. Je vous prends l'exemple d'une route au Mali que j'ai connue. La route Tombouctou-Gundam. Vous savez combien de soldats burkinabés on a perdu sur cette route? Les soldats maliens, la MINUSMA, beaucoup d'hommes sont morts sur cette route. Mais le fait d'avoir bitumé cette route, la criminalité a cessé sur la route. Peut-être que ceux qui étaient là à faire les attaques revendiquaient ça. Ils avaient besoin de ça peut-être pour respirer, pour pouvoir maintenant déposer des armes, travailler et pouvoir faire passer leurs marchandises. On n'en parle plus. Ça, c'est très important. Et si les gens ne font pas attention à ça, la route contribue beaucoup à lutter contre le terrorisme. Le développement, c'est impératif. Comment l'ennemi a pu agrandir son réseau de renseignement? Vous trouvez un jeune homme qui est là du matin au soir, il ne peut pas avoir 100 francs. Il est assis au kiosque tous les jours, il négocie 100 francs pour boire du Nescafé. Les terroristes identifient ces gens-là, ils viennent les voir, ils leur disent, bon, tu prends ce téléphone, je te donne 30 000 francs. Ton rôle, quand tu vois les FDS sortir, tu nous appelles, tu dis et tu donnes la direction, c'est tout. Vous pensez que quoi? Il va prendre. Il va prendre. Et il va les renseigner. Ils ont un grand réseau de renseignements comme ça. Ils sont au courant de tous nos mouvements. C'est quoi? Ce n'est pas la pauvreté. Mais il faut travailler à ce que ces jeunes hommes-là aient quelque chose à faire. Et la chose la plus facile pour nous, c'est de produire. L'agriculture, les délais sont courts, c'est plus facile. Donc voilà pourquoi nous cherchons le financement pour encourager ce genre de projets de développement, pour que les jeunes ne se lancent plus. Ils seront nombreux qui, lorsqu'ils auront quelque chose à faire, même s'ils renseignent l'ennemi, maintenant il n'est plus obligé de prendre leur argent parce qu'il a quelque chose d'autre à faire. Il va arrêter ça. Donc c'est un tout, la guerre. Monsieur le Président, est-ce que leur sortie du sous-sol burkinabé profitera désormais aux Burkinabés? Bien sûr, c'est l'objectif principal aussi. Nous avons beaucoup de mines industrielles et il faut le dire désormais peut-être, il y a des États qui exploitent nos sols ici, qui refusent de nous aider. Hein. Nous les avons interpellés plusieurs fois et j'espère qu'ils vont comprendre l'appel. Mais hormis ça, je vous disais tout de suite que l'or profite à l'ennemi. Donc nous sommes en train de réorganiser l'orpaillage traditionnel parce que c'est beaucoup de tonnes d'or qui sont produits d'abord par l'orpaillage traditionnel mais qui échappent au contrôle. Et donc ça doit nous profiter. L'exploitation industrielle, on va aussi, il y a le code minier qui est en relecture, c'est presque fini. On va revoir ça parce que nous produisons de l'or mais nous n'avons aucune réserve d'or. Bon, ça pose beaucoup de questions du pourquoi toutes ces années on n'a jamais pu penser à ça, mais nous sommes à ça actuellement. Chercher à produire nous-mêmes, les semi-mécanisés, on a écrit les textes pour ça. On encourage ça, c'est dans le même sens qu'on a aussi fait des textes pour faciliter la création des PME et tout ça. Voilà, on espère que les Burkinabés pourront s'organiser, se réunir pour exploiter notre or et pour que ça nous profite. On ne pourra pas continuer à laisser nos ressources sortir comme ça. Voilà.
En termes de soutien aux petites et moyennes entreprises, le dernier conseil des ministres tenu à Bobo-Dioulasso a pris un certain nombre de mesures pour alléger les charges de ces entreprises. Bien sûr, c'est pour favoriser l'entrepreneuriat des jeunes. Il y a beaucoup de dispositions dans le texte, si vous lisez. Je sais que beaucoup de gens ont peur, ils sont un peu emmerdés lorsqu'il s'agit de créer une entreprise. Le droit d'enregistrement, le TVA, bon, les 2 premières années, ce n'est pas évident de bien fonctionner. Donc le ministère des Finances a fait une évaluation où vient un certain nombre de taxes qu'on a tout annulé pour permettre aux jeunes de pouvoir créer librement des entreprises et de pouvoir grandir parce que c'est un secteur quand même qui va employer beaucoup de gens. Donc c'est l'idée comme ça, c'est l'objectif. Alors, Monsieur le Président, nous sommes quasiment à la fin de cet entretien. Alors, que pensez-vous aujourd'hui de la mobilisation citoyenne autour de la transition? À quelques centaines de mètres d'ici, il y a des groupes de jeunes qui veillent jour et nuit sur la transition. Est-ce que vous êtes au courant? J'ai appris ça. Je ne vais pas dire que je ne suis pas au courant. Et je passe souvent aussi par le même... vous voulez parler du rond-point? Oui. Je les vois. Et je suis touché quand même. Je suis touché parce que c'est ça qui nous motive. C'est ça qui motive tous les combattants sur le terrain. Quand ils savent que le peuple est mobilisé derrière, ça ne peut que vous encourager à travailler pour le peuple. Parce que nous n'avons que de compte à rendre qu'au peuple. Et nous ne ferons que ce que le peuple souhaite. Donc s'ils ont compris notre mission, ils ont compris la trajectoire, eh bien nous sommes très contents. Donc cette mobilisation, on salue et on dit aux gens de continuer à maintenir la flamme et de veiller. Parce que l'impérialisme a beaucoup de plans dans son sac. Donc on salue cela. Aujourd'hui, quel message vous avez à l'endroit des Burkinabés à cette étape de la guerre et de la reconquête du territoire national? D'abord, le message, c'est que les gens puissent se mobiliser et veiller sur ce qu'on est en train d'entreprendre. Inviter certains Burkinabés à être prudents et à se départir des manipulations. Parce qu'il y a d'autres qui sont là, qui ne prient actuellement que de voir le chaos. Et on invite ces individus-là à se départir. Il y a beaucoup de choses que nous savons. Il ne faut pas qu'ils croient que nous ne savons pas. Nous savons et nous n'avons pas peur. Et si jusque-là on observe certains, il y a une limite à toute chose. Ces individus qui sont en train de chercher à perturber pour attirer notre attention ailleurs pendant qu'on doit se concentrer sur la guerre, et bientôt, je pense que ça doit s'arrêter. Et ceux qui continuent de soutenir, nous les remercions et nous les encourageons dans ce sens-là. Parce qu'ils soutiennent la transition, mais c'est surtout les combattants sur le terrain qui doivent libérer cette patrie-là, qu'ils soutiennent et ça les motive, ça les galvanise. Merci. Merci à vous, Monsieur le Président, d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions. Innocent Souleymane, merci donc de l'accompagnement pour cet entretien. À vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette interview avec le chef de l'État. Restez en compagnie de nos programmes.